Chers compatriotes d'Afrique du Nord, chers frères et sœurs d'Algérie, bonsoir à vous. Les conditions de travail sont affreuses. Après le dernier coup de Jarnac du président de la France, du roi de France et de ses colonies africaines avec le sommet de Paris de mai 2021 sur la dotation des pays africains d'enveloppe financière à partir de DTS, du Fonds monétaire international, il devient impératif de continuer à démonter, à déconstruire, à détruire toutes ces actions. Il est évident que notre patrie de naissance, l'Algérie, est dans une situation quasi explosive. Donc, nous sommes obligés, par devoir, par patriotisme, d'agir pour éviter des bains de sang, pour arrêter la guerre Algérie, Mali et Niger. Donc, après la lecture de ce texte, qui apparaîtra assez difficile pour les non-initiés aux rouages internationaux, aux rouages du Fonds monétaire international, nous allons être un peu plus clairs dans l'interprétation de ces graphiques du Fonds monétaire international qui remonte de juin 2021, d'il y a une semaine, avec des données d'avril 2021. Et nous allons bien sûr, dans notre cas, nous avons été dans l'obligation de pousser le détail jusqu'ici. Nous allons vous épargner le détail qu'il y a dans ces courbes, mais nous allons les synthétiser. Et le plus dangereux, le plus grave encore, c'est celui de la Banque mondiale. Celui de la Banque mondiale d'il y a à peine 4 jours, qui s'applique à l'Algérie. Mais en disant que tout ce qui va s'appliquer à l'Algérie a été déjà appliqué à tous les pays d'Afrique du Nord, en particulier les pays ravagés par le franc CFA, et nous allons bien sûr expliquer certains fonctionnements du Fonds monétaire international et de cette arnaque via les DTS, les droits de tirage spéciaux, ou bien les SDR en anglais. Et nous allons faire des rapprochements entre tous les pays d'Afrique du Nord. Donc, une lecture assez rapide, à la cadence assez rapide. Pour la dignité des Algériens et des asservis du franc CFA, transformer les rêves du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, en cauchemar. Avant tout, la paix est toujours la paix. C'est la condition sine qua non pour éviter à l'Algérie et à toute l'Afrique du Nord sa balkanisation. Les Nord-Africains sont dans l'obligation de tout faire pour arrêter ces conflits fratricides déclenchés par la France. Que la cause de leur crise soit simple ou complexe, les Algériens et les Nord-Africains doivent toujours prévoir des espaces et des mécanismes de discussion, dialogue, médiation et intermédiation par conséquent. Et afin de rendre la relation algéro-française plus lisible pour les deux nations, nous sommes prêts à rencontrer le président Emmanuel Macron pour une discussion. Quant à notre position sur le franc CFA et son impact économique, nous répétons que la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA sont des organisations terroristes et anti-africaines. Après le sommet de Paris de mai 2021 dédié au financement des économies africaines par la mise en route d'une planche à billets des droits de tirage spéciaux, DTS ou SDR en anglais, du Fonds monétaire international, l'objet de notre intervention est de démolir une fois de plus les visées du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui vient d'ajouter cette sadique stratégie à l'ensemble déjà nazi de ses précédentes, lequel ensemble débouchera, après la dislocation du Mali, du Niger et dernièrement du Tchad, sur celle de l'Algérie. Cette proposition de financement des économies africaines par le truchement des DDS ressemble au Big Push de Jeffrey D. Sachs et Joseph Stiglitz en Afrique et qui a échoué. La France, dans la tourmente, est maintenue hors de l'eau par la Banque centrale européenne dirigée par sa compatriote Christine Lagarde, qui était auparavant
directrice générale du FMI. La France est son roi, incapable de rivaliser avec les offensives économiques et financières des USA, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni, a jusqu'à maintenant réussi à garder le contrôle de la décision politique en Afrique du Nord, à pérenniser sa mainmise sur les ressources naturelles des pays comme le Mali, le Niger, Tchad et le recettes dans le commerce international. En ajoutant les divers chantages que la France exerce sur les dirigeants de ces colonies africaines, les nations de ces pays sont à ses pieds. Après avoir réussi à contrer la destruction du franc CFA, le roi de France, le président Emmanuel Macron, veut transférer les problèmes monétaires et financiers de ces colonies au FMI, qui les enfoncera encore plus dans l'enfer de l'endettement international via les marchés financiers dits secondaires et hautement spéculatifs dont l'Algérie a été déjà victime et que les Algériennes et Algériens ont chèrement payé dans leur vie au quotidien par leur échelonnement via le club informel de Paris. Même si le retour vers l'endettement international de l'Algérie était certain depuis 2015, en ce milieu d'année de 2021, la répression qui s'abat sur les Algériens, le silence sur les finances internationales du pays, l'absence d'informations en relation avec elles dans les différentes presses cachent les négociations en cours avec les institutions internationales comme le FMI et les banques privées étrangères sur les conditionnalités qui seront liées à la mise à disposition de l'État algérien de nouveaux cash, de nouvelles liquidités. Pour un exemple de l'usage des TS du FMI dans les marchés vautours, la désastreuse situation de la Tunisie causée par sa déstabilisation de 2011, laquelle a été félicitée par un prix Nobel de la paix, est l'exemple à éviter. Le sommet de Paris sur ce financement est juste dans les intentions. Les Nord-Africains doivent se garder de tout optimisme béat. La nouvelle secrétaire d'État au Trésor des USA, Janet Yellen, ancienne gouverneure de la Réserve fédérale, a conditionné l'appui des USA par un préalable sur la transparence économique et la réduction des comptes des dirigeants africains des colonies françaises fonctionnant avec le franc CFA. Sachant qu'ils ne se soumettront jamais à cette décision, à cette recommandation de transparence et reddition des comptes, il est clair que ce sont les nations qui vont trinquer. Cette réaction de la secrétaire d'État au Trésor des USA est dans l'esprit de sa compatriote, l'économiste Anne Kruger, qui a conditionné toute aide internationale au jugement d'un tribunal des faillites des États en situation de crise d'insolvabilité et d'illiquidité. Il est à préciser que ce jugement par un tribunal proposé par Anne Kruger est né en opposition à la suggestion d'un autre économiste américain, Allen Meltzer, qui a défendu le laisser-faire jusqu'à l'effondrement de ces États, que ce soit avec des guerres civiles, conflits interétatiques ou problèmes identitaires. Une fois effondrés, les USA, en sélectionnant quelques-uns d'entre eux, les ramasseraient à la petite cuillère et les autres seront livrés aux puissances intéressées. Pour démonter ce processus mortifère du roi de France et avant d'aborder ces mécanismes internationaux, son encadrement s'impose. Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines veut augmenter, au moyen des droits de tirage spéciaux, de 32 à 100 milliards de dollars US, la dotation de 54 pays africains considérés comme indépendants et qui en sont membres de l'ONU. Le président de la France veut porter cette aide destinée à amortir le choc de la pandémie du Covid, qui n'en a pas une en Afrique, de 592,6 millions de dollars US à 1,85 milliard de dollars US par pays. Le caractère central de la Mazirité, son poids stratégique dans la défense de l'Afrique du Nord et dans le renforcement de sa crédibilité internationale. La Mazirité de l'Algérie doit être remise au centre des débats populaires avec finalité de rebâtir les très sérieusement atteints liens de fraternité et de solidarité au sein même de la nation algérienne et de les reconstruire avec les nations voisines. Dans le cas de l'Algérie, les débats les plus efficaces seront ceux à organiser dans les régions arabophones du pays. La non-réaction de tous les intellectuels algériens à la suggestion faite en 2014 de doter l'Algérie
d'un hymne national bilingue est triste et décourageante. Parmi ces intellectuels, il y a ce salon de Paris qui, à partir de Boujima, un village de Tizi Ouzou, étale son hypocrisie. Les bénéfices de sa célébrité pour la majorité de la patrie seraient appréciés s'il la soutenait au sud, à l'ouest et à l'est de l'Algérie. Tout comme est décevant le silence de ceux qui se réclament d'avril 80 et de ceux qui ont subi les affres de la torture et de la détention pour l'identité. Il est hors de tout doute que l'engagement de Moustapha Bacha pour le pays, qui inclut son majorité, a été patriotique et désintéressé. En citant cet homme, c'est le caractère mythique de sa personnalité et de son leadership qui ont permis une avancée dans le recouvrement de notre identité qui est rappelée, mais malheureusement trahie. Dans un autre volet de la majorité, en lui rappelant notre lettre de 2014 sur l'identité, dans une autre plus récente, au citoyen Abdelmajid Tebboune, que nous avons plaidé pour le patriotisme et le développement économique et culturel que véhicule la majorité et un hymne national bilingue pour notre pays. Les artistes du désert nord-africain, comme le groupe Tinariwen, Bombino et autres, ont superbement universalisé Tamazight. Le rapport n'a eu aucun effet sur les esprits imperméables à l'art engagé des dirigeants. Le caractère de bien public universel de la majorité est le cas du Mali et Niger. Sidi Ibrahim Ould Sidati, un dirigeant de la coalition des mouvements de l'Azawad, a été assassiné à Bamako, Mali. La CMA issue du MNLA est le négociateur, partie prenante, avec l'État central malien dans la défense des populations amazighes, touareg du Mali et du Niger. Sachant que l'accord de 2015 l'accord d'Alger de 2015 que nous avons détaillé dans l'une de les interventions précédentes est impossible à mettre en œuvre à cause, entre autres, des manœuvres de la France et de l'Union européenne qui l'ont appuyé et signé pour en faire justement un piège. Aller vers des actions plus humbles et plus honorables serait sage de la part des Maliens et Nigériens, comme honneur et humilité. De nouveaux hymnes nationaux pour le Mali et le Niger qui feront de leur anthropologie des forces sont des actions possibles. L'anthropologie nord-africaine, le risque d'aggravation de la situation au bénéfice de la France et de ses alliés. En Algérie, les débats populaires efficaces et efficients doivent nous faire penser à cette question, à ce problème que les Bretons et les Corses en France viennent de reposer chez eux, à la crise en Catalogne, en Espagne, que traverse encore une immense tension, sans lucidité et sagesse. Cette anthropologie peut déboucher sur l'explosion totale et irréversible de toute la région. Afin de transformer cette menace en force, les Nord-Africains doivent converger vers un consensus sur une anthropologie commune à toute la région. Le récent crime en Algérie. Le Mali, le Niger et le Tchad vivent fréquemment des massacres de leur population contre lesquels les prétentieuses armées françaises leur ont promis défense et protection. En Algérie, c'est le viol de femmes enseignantes à Bourges Beji-Mokhtar qui en est un autre révélateur de cette guerre à trois, Mali, Niger, Algérie. Ce viol entre dans la série d'actes précurseurs pour la création d'un territoire mafieux et terroriste fait de morceaux de l'Algérie, du Mali et du Niger. C'est en 2014 que nous avons attiré l'attention des Algériens sur cet objectif caché derrière certaines intentions occidentales et manipulations algériennes. Ce territoire, comme le Kosovo dans l'ex-Yougoslavie ou le Donbass dans l'ex-URSS en Ukraine, servira d'instrument de chantage et d'instabilité sur le très long terme à ce qui restera de nos patries respectives. Les richesses naturelles de ce futur territoire seront accaparées par la France, grèveront les stocks des générations actuelles et futures et feront chuter leurs prix. Cette déplétion rendra les dettes générées et cumulées de ce financement par les DTS impossibles à rembourser. Ce viol, ce crime de guerre passible de la Cour pénale internationale est une cause patriotique, morale et sociale qui justifie le départ de tout l'état-major actuel de l'armée algérienne. L'erreur de l'ouverture de la frontière algéro-libyenne, une révélation de plus sur les pressions étrangères. L'ouverture de toutes les frontières
L'ouverture de toutes les frontières dans une Afrique du Nord en situation de paix est une nécessité qui s'imposera d'elle-même. Mais en situation de conflit, beaucoup de précautions sont à prendre. Objectivement, il y a moins de danger à la frontière algéro-marocaine qu'à celle du Sud. L'ouverture de la frontière algéro-libyenne augmente la vulnérabilité de l'Algérie. Elle s'ajoutera à celle engendrée par les frontières passoires avec les pays voisins du Sud. D'un point de vue militaire, cette zone demandera des ressources humaines et logistiques déjà rares en Algérie. D'un point de vue économique, espérer des gains dans les termes de l'échange ou dans la balance des paiements internationaux est une chimère parce que les contrôles et sur les mouvements de capitaux et de marchandises est une quadrature du cercle du fait de la corruption et du manque d'une administration tatillonne des deux côtés. Ce qui est certain, cette ouverture favorisera la naissance de mafias qui se vanteront de la protection de puissants parrains, généraux ou ministres, aggravera la traite des humains, le blanchiment d'argent avec les risques encourus par les deux pays dans la contrebande des monnaies, qu'elles soient réelles ou fausses, et les opérations sur les SKD importés en Algérie et qui entrent dans la production subventionnée de certains biens. Avec ces éléments, il est permis de déduire que cette ouverture de frontières est une pression de la France sur plus l'Algérie que la Libye. Un message à l'état-major de l'armée algérienne. Partez! En abandonnant la stupide règle du plus âgé, du plus ancien dans le plus haut grade, qui aggrave la perte de patriotisme non seulement chez les militaires, mais chez toute la nation algérienne, augmente la vulnérabilité et dépendance envers l'étranger de l'Algérie, freine l'innovation technologique dans la défense et stérilise encore plus l'apport économique de l'armée pour la sortie du sous-développement. Le nouveau chef d'état-major doit être choisi parmi les hommes de terrain, patriotes et propres comme des sous-neufs. Votre départ doit être suivi d'une élection présidentielle. Les manifestations en Algérie. Le nouveau président des USA a promis l'USAID, United States Agency for International Development, au Conseil de sécurité des USA au sein du gouvernement fédéral, à la Maison-Blanche. Est-il nécessaire de rappeler qu'au sein de l'USAID, il y a cette nébuleuse d'ONG américaines qui sont derrière les manifestations en Algérie? Par les clans contrôlés par la France, les USA ou la Russie, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne sont sous plus de menaces internationales et sont aussi manipulés par les puissances étrangères que le sont par des agitateurs, les innocents et naïfs algériens, qui s'aventurent à chacune de leurs sorties dans la rue avec un slogan différent. Déjà victimes de folles décisions économiques et monétaires qui augmentent le coût de la vie et le chômage, en plus de réprimer les manifestants, de les condamner à de la prison sous des chefs d'accusation boiteux, d'aggraver la violation des droits de l'homme en Algérie, les généraux de l'état-major les instrumentalisent pour satisfaire toutes les exigences étrangères en économie, finance et monnaie. La criminelle répression que subissent les manifestants permet de finaliser la soumission de l'armée algérienne au roi de France et de ses colonies africaines en premier lieu et au président des USA en second lieu. Si les pressions de la Chine et de la Russie sont peu visibles, les occidentales, celles des USA et de l'Union européenne, les asphyxient. Les récentes décisions de l'État algérien. Au lieu du renouvellement de l'état-major de l'armée et de l'organisation d'une élection présidentielle, il a été opté pour le maintien hautement risqué des élections législatives qui rempliront le précédent vide par un nouveau qui sera fait de 407 agents qui sortiront vainqueurs d'un exécrable processus. Cette nouvelle engeance lèvera ses mains pour dire oui à la capitalisation des retraites, à l'introduction des frais de scolarité et privatisation des universités, à la tarification de l'acte médical, à la privatisation d'entreprises et des banques, à la suppression des subventions et à l'officialisation de l'Open Sky avec mise en œuvre du Hub and Spoke System, du transport aérien en Algérie. L'augmentation des bas salaires, alors que s'impose la baisse des hauts salaires et pensions de retraite, plus de recouvrement d'impôts sur les sociétés des barons et les compagnies étrangères, et tout en reconnaissant la dureté de ces conséquences
sur les populations la surévaluation du dinar. Nous reviendrons plus analytiquement sur ce qui précède avec les données du FMI de la Banque mondiale de juin 2021. Les pressions internationales qui enfoncent encore plus l'Algérie dans l'enfer. Indifférente à ces partis, la politique étrangère des USA est définie en dehors de la Maison Blanche. Toujours avec les mêmes objectifs que sont sa sécurité et son économie, toutes deux orientées bien-être du citoyen américain et avec des variations dans la stratégie, le président des USA l'impose, son secrétaire d'État la conduit. Les autres puissances que sont la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et l'Allemagne agissent avec les actions dites de premier niveau tant quoi. Elles sont les premières à proposer le type de relation qu'elles veulent, payent et attendent les dividendes sur les moyens et long terme. Reste la France, pays ingérable et désindustrialisé, économiquement menacé par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui a transféré par l'omnipotence de son roi et de ses colonies africaines, le président Macron, toutes les pressions qu'elle subit en les transformant en menaces vers les pays africains francophones comme l'Algérie qui demeure par son peuple l'unique à lui résister. Actuellement, l'Algérie et son peuple sont l'unique nation à résister au roi de France, le président Macron. Rappelons que lors du G5 Sahel de Nouakchott en Mauritanie et N'Djamena au Tchad, le président Emmanuel Macron a appelé tous les dirigeants africains qui en sont membres ses amis. Sa présence aux funérailles du président Idriss Déby et l'intronisation de son fils comme nouveau chef de l'État tchadien dans le silence de l'Algérie et depuis le récent autre coup d'État au Mali. Le président français a repris son folklore médiatique alors que ce sont ses plans qui sont mis en œuvre en Afrique du Nord. Dans l'une de ses nombreuses déclarations et interviews, Idriss Déby a révélé que c'est l'État français qui a imposé la modification de la constitution du Tchad pour l'imposer de nouveau comme président élu. Est-ce le cas pour la constitution algérienne? La réponse est oui. Récemment, des franco-tchadiens qui seraient membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, qui agit à partir de la Libye, la région de la bande d'Aouzou, ont été exfiltrés par l'armée française après leurs arrestations. Ce qui prouve que la France, comme elle l'a fait, elle continue de le faire en Libye, manipule tant les États que ces groupes dits terroristes ou d'opposition armée. Les dénonciations du dernier coup d'État au Mali par la France et l'Algérie sont des copies conformes. Il serait naïf de croire que l'évincement du général retraité et de son premier ministre supposé conduire à la transition est dû à un changement de ministre. Pour soulager l'armée française en Afrique, le roi de France pousse l'armée algérienne à participer à tous les négatifs que la sienne supporte ou endure. En attendant l'officialisation de l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger, les coûts de la sécurité algérienne en vie humaine avec celle de leurs voisins et les coûts financiers liés à cette guerre à trois, Mali, Niger, Algérie, seront vertigineux. Passons maintenant à l'objet du dernier sommet de Paris, mai 2021 à Paris, sur les DTS. L'arnaque des droits de tirage spéciaux contre les nations asservies par le franc CFA. En continuant à transiger avec cette monnaie fiduciaire, nous répétons, monnaie non pas fiduciaire, mais fiduciaire. Toutes les nations du franc CFA sont de facto esclaves de la France et par conséquent de la planète entière. Le Mali est suspendu de la CEDEAO. Nous l'avons dit à plusieurs reprises et nous le répétons encore une fois. La CEDEAO, l'UEMOA et l'UEMOA sont des organisations terroristes. Il est nécessaire de le répéter. À chaque fois que nous citons une organisation internationale, nous lui envoyons une copie de notre déclaration ou écrit. La première caractéristique
de cette arnaque par les DTS et son caractère dilatoire. Elle allonge le temps de l'asservissement du Mali, du Niger, du Tchad et autres pays de la zone CFA. La deuxième caractéristique, elle confirme que les organisations interétatiques africaines, qu'elles soient politiques, économiques ou monétaires, sont à sa solde. En pire, elle confirme qu'elles sont incompétentes et anti-africaines. La troisième, et nous arrêtons la liste. Pourquoi ces organisations n'ont-elles pas suggéré un tel mécanisme avant la France et pourquoi sont-elles silencieuses maintenant? Pourquoi accepter cette arnaque alors qu'une solution plus efficace existe? L'institution de banque centrale dans tous les pays ravagés par le franc CFA avec capitalisation par les États africains, la Banque africaine de développement et la participation de tout le système onusien ou international, autrement dit, et avec en tête la Chine et ses réserves internationales, est plus efficace qu'un financement par l'impression monétaire de DTS. Le transfert et le paiement d'intérêts et éventuels dédommagements par la France des réserves monétaires africaines qu'elle détient est un autre élément de capitalisation de ces banques centrales. Avec leur propre banque centrale, leur propre politique monétaire et budgétaire, la reprise du contrôle de l'économie et du commerce de leurs ressources naturelles, tous les pays souffrant CFA pourraient rembourser leurs dettes sur le moyen terme. En prime, les peuples seront affranchis et leur bonheur augmentera. Maintenant, concrètement, les droits de tirage spéciaux au FMI de l'Algérie, Niger, Mali et Tchad. L'Algérie a un quota de 1959 DTS. Elle a reçu 4 arrangements, 4 prêts. Peu importe qu'il s'agisse de la LCM ou de la LPR. Son droit de vote est de 0,42. 42%. Le Niger a reçu 14 prêts du FMI. Son droit de vote est de 0,03%. Le Mali, encore pire, il a reçu 21 prêts de la part du FMI. Son droit de vote est de 0,07. C'est le double du Niger. Et c'est le 1/6 de celui de l'Algérie. Le Tchad, il a reçu 9 prêts. Prêts, en anglais on dit arrangement. Arrangement. Son droit de vote est de 0,06%, approximativement autant que celui du Mali et le double du sud du Niger. Le 4 juin 2021, un DTS, un SDR, coûte 1,43428 $ US. Le taux d'intérêt sur le SDR est de 0,0550%. À titre indicatif, le vote de la France vaut 4,03% de l'ensemble. Celui des USA, 16,51%. Ce qui fait que le poids des USA vaut 4 fois celui de la France. Exactement 4,09. Celui de la France est 39 fois celui de l'Algérie. Sachant que les décisions du FMI sont prises à une majorité qualifiée de 85% de droit de vote, que reste-t-il aux autres pays quand on fait 100% moins 16,51? À peu près 83,5%, 83,49%. En d'autres termes, la démocratie monétaire, la démocratie financière au sein du FMI est une dictature des États-Unis d'Amérique. Sans l'aval des États-Unis d'Amérique, rien ne bouge.
Tenons, l'article 4 des statuts du FMI, qui traite du taux de change. L'article 4 des statuts du Fonds monétaire international stipule que le fonds exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres. En anglais, regional surveillance involves examination by the IMF of policies pursued under currency unions, including the West African Economic and Monetary Union, l'UMOA et l'UEMOA, and the Central African Economic and Monetary Community, la CEDEAO, and the Sub-Sahara Africa. Sachant que le franc CFA est ancré sur l'euro par la force, par la dictature de la France, et sachant que nous avons traité ce sujet dans l'une des interventions précédentes, nous vous en référons. Maintenant, nous allons prendre le cas de l'Algérie, et ce qui est valable pour l'Algérie est valable en pire pour le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et tous les pays sous CFA. Ce sont des données d'avril 2021, extraites il y a une semaine, en juin 2021. Elles vont de 1980 jusqu'à 2025. Ici, nous avons en vert l'inflation et en bas la croissance du PIB. Pour analyser dans le détail ces deux courbes, nous sommes obligés à aller ici, à pousser le détail jusqu'à ces graphiques. Nous allons vous l'épargner. Que dit ce graphique? Qu'en 1980 et en 2020, la situation de l'Algérie, les deux situations de l'Algérie se ressemblent. D'un point de vue politique maintenant, qu'est-ce qui s'est produit en 1980? Il y a eu un soulèvement. Les manifestations dites du printemps 80, Tafsouti Maziran en Kabyle, elles ont été marquées, il nous est impossible de citer tous les noms, mais elles ont été marquées par le leadership de Mustafa Bacha. Elles ont été marquées aussi par l'assassinat d'Hamza Kamal. Ça, c'est d'un point de vue anthropologique. D'un point de vue politique, après la répression de 1980 et 81, Hosni Ahmed a introduit bien sûr avec ce grand homme ignoré par les autres, Ali Msili. Ils ont introduit les droits de l'homme et ils ont créé la première ligue pour la défense des droits de l'homme, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. 1985, c'est la Cour de sûreté de l'État, etc. Donc ça, c'est de 1980 à 85. Alors que le PIB, d'un point de vue économique, a subi une récession vertigineuse. Et l'inflation a commencé à monter. Avançons un peu plus. De 90 à 95, le PIB apparemment était mieux qu'en 1980, mais il était toujours bas. Et nous avons ici ce qu'on appelle une situation de stagflation. Une inflation qui a explosé et un chômage qui va avec. Résultat, une guerre civile de 1990 jusqu'à 1996, sans l'intervention de Hosni Ahmed dans le contrat de Saint-Égidio et les accords aboutis et qui ont été trahis. Hosni Ahmed a été poignardé dans le dos par les présents à Saint-Égidio et qui sont silencieux devant le drame qui va se répéter. L'Algérie aurait complètement explosé. Ça, c'est d'un point de vue politique. D'un point de vue économique, nous avons eu une guerre civile. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 aussi?
À partir de 89, après les émeutes d'octobre 88, il y avait l'introduction du FMI, du Fonds monétaire international, avec le français Michel Conçu, qui était un baron, devenu un baron en Algérie. Les gouvernements de l'époque, la Banque centrale de l'époque, les dirigeants de l'État à l'époque, étaient à ses pieds. Et sachant que c'est d'une dictature militaire en Algérie, les généraux sont complices. Et c'est la même situation qui se répète en 2020, qui a commencé depuis 2015. Maintenant, quand on voit une inflation qui a explosé comme ça, et qui apparemment elle descend, ce sont des taux de variation en pourcentage. Ceci ne signifie absolument pas que les prix baissent. La lecture des indicateurs macroéconomiques est assez complexe. Ici, il y a une inflation qui a explosé. Ici, l'inflation est toujours là, elle explose. Même si sur un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez au marché et vous allez trouver que le prix de la pomme de terre a baissé de 150 dinars à 100 dinars par exemple, ceci signifie aussi que les prix ont augmenté parce que l'inflation se calcule par rapport à une année de référence. Nous allons revenir un petit peu sur l'aspect mathématique ici. Ça, c'est maintenant dans la période en 1980. Nous avons failli l'oublier. Dans le texte introductif, nous avons dit que des compatriotes algériens enseignants au sud ont été violés. Nous avons dit que c'est un crime de guerre. Au Mali et au Niger, des événements tragiques de ce type se produisent. En 1980, nous étions lycéens à Akbou, plus exactement au lycée de Berchlif. Comme tous les jeunes de l'époque, nous avons manifesté. À Akbou, en ville, à la zone industrielle, etc. À côté du lycée de Berchlif, nous disons bien, à côté du lycée de Berchlif, il y a le lycée Hafsa des jeunes filles. Les deux lycées sont mitoyens. Peu de personnes sont au courant de certaines informations cachées. Nous le disons aujourd'hui, qu'il y avait un groupe de personnes, d'hommes, qui avaient planifié de violer les filles du lycée Hafsa la nuit, ou du moins, de les agresser la nuit. L'information ayant circulé au lycée de Berchlif, nous citons le prénom d'un camarade du lycée, Mourad, de Sedour, judoka, champion d'Algérie, était bien balèze. Informé, il avait décidé, il s'est porté volontaire pour les protéger, pour protéger les jeunes filles du lycée Hafsa. Il y a un autre lycéen à l'époque, Mohamed, quelque chose comme ça, de Sidej. Lui aussi, de corpulence assez importante. C'est associé avec Mourad, plus d'autres camarades du lycée dont nous avons oublié les noms. Ils ont tourné, circulé, vadrouillé autour du lycée Hafsa d'environ 18h, 18h30 jusqu'à 22h pour protéger les lycéens du lycée Hafsa. Très peu de personnes sont au courant de ce détail. Aussi, s'il est encore vivant, que Dieu prolonge sa vie dans le bonheur et la paix. Si Dieu l'a rappelé, que Dieu l'installe dans son paradis. Il y a M. Akouch, boulanger à Arafou, à la sortie d'Akbou. M. Akouch qui avait une boulangerie à la sortie d'Arafou. C'est lui qui fournissait en pain les lycéens de Berchlif
qui refusaient de se nourrir au réfectoire et qui se regroupaient dans un champ à côté du lycée. C'est lui qui fournissait en pain à partir de 9 h du soir dans la discrétion, dans le secret. Ceux qui ramenaient le pain de la boulangerie de M. Accouche le ramenaient dans un burnous ou bien dans des sacs. Eux, en plus, ils achetaient du chocolat et du fromage qu'ils partageaient aux lycéens. Voilà deux événements probablement que nous avons rappelés de 1980. Et nous voyons un petit peu ce qui se passe maintenant avec toutes les violences que subissent les femmes dans les manifestations, en exprimant pas notre solidarité, notre peine, notre tristesse à ce qu'ont subi toutes les femmes en Algérie durant ces manifestations. Ça, c'est pour le regard du FMI, à travers les chiffres du FMI. Maintenant, nous allons passer en lecture rapide. Nous le disons, le graphique précédent que nous avons montré montre le prix de la paix en Algérie. Il dit qu'entre 1989 à 1989, année des réformes imposées par l'UFMI, et 1997, soit 2 années après le contrat pour la paix de janvier 1995, les Algériens ont souffert d'une inflation de 30% qui serait liée à la guerre civile, à la baisse du prix du baril de pétrole, au taux de change qui est lié au prix du baril, et à l'inflation importée par la sauvage, criminelle, fasciste dévaluation du dinar. S'en est suivi une très brève amélioration du niveau de vie en 2006 et 2007. Sur ces 2 années, le taux de croissance du revenu moyen par habitant a dépassé le taux de croissance de la population. Ces chiffres et graphiques souffrent d'un manque. Ils ne montrent pas les pertes causées au capital physique durant la guerre civile, et une analyse plus détaillée dirait probablement que ce sont les renouvellements de ce capital qui a boosté le PIB, et par conséquent l'inflation qui a atteint les 30% devait être couplée à un haut niveau de chômage, la stagflation. C'est une analyse détaillée des variables du PIB pourrait dire que cette croissance serait le résultat des consommations générées par les augmentations des salaires, les dépenses somptuaires de l'État, les aides à la construction et les investissements improductifs comme le transport à destination des jeunes. Ces chiffres ne montrent pas aussi les conséquences sur la nature, l'eau, la terre, l'air et les montagnes que les générations actuelles, comme celles nées autour de 1996, année de l'assassinat de Lounas Mahtoub, et les générations qui suivront auront à supporter. Maintenant, nous allons passer aux données graphiques fournies par la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce sont du 2 juin, 3 juin passé. 4 jours. Les voici. Si, dans les chiffres précédents, ceux du FMI et la situation de l'Algérie, du Mali, du Niger et du Tchad ont été désastreux, ceux de la Banque mondiale de l'Algérie montrent réellement la dangerosité du futur très proche. Nous allons lire pour vous. En rouge, c'est les dépenses publiques. General Government Balance, la dépense publique. C'est-à-dire, c'est le déficit budgétaire. Quand on dit déficit budgétaire, c'est les recettes moins les dépenses de l'État. Quand ils sont négatifs sur une année, on dit que c'est un déficit. C'est un déficit, mais ce déficit, quand on l'ajoute au déficit précédent, il devient la dette publique. Première remarque. Les Algériens et les Nord-Africains doivent oublier carrément. C'est
cette histoire de déficit public et de dette publique. Si les autorités algériennes veulent nous contredire, nous serons heureux de les entendre. Quand nous disons autorités algériennes, qu'il s'agisse de ceux à la présidence de la République, à l'état-major de l'armée, ou plus particulièrement, plus ciblé, le ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie. Nous leur demandons juste de nous dire ce qu'ils pensent de la majorité de l'Algérie et de sa dotation de l'hymne national bilingue. Et nous serons prêts à débattre avec eux sur l'économie. S'ils acceptent ce débat, avec cette condition préalable de nous donner leur position sur la majorité de l'Algérie et sa dotation de l'hymne national bilingue, nous leur promettons que nous allons leur faire détester l'économie et le monétarisme. Bon. Nous sommes en 2021. Nous sommes à la nous sommes en juin 2021, c'est la moitié de l'année. Donc ici, ça ne peut être que des prévisions. Les chiffres ne sont pas disponibles. Mais pour tout ce qui est avant, en 2015, nous avons fait une intervention sur l'évaluation de l'impact de la dévaluation du dinar. Elle se confirme sur la balance des paiements internationaux. Nous allons dire maintenant un mot sur les dépenses du gouvernement. Pourquoi elles ont eu cette courbe? Ça, c'est ce qu'ils appellent, la satisfaction de la clientèle politique. Les dépenses, les salaires payés aux agents de l'État. Nous le disons et nous le répétons. L'augmentation des salaires, toutes les augmentations des salaires qui ont eu lieu depuis 2015, celles d'avant sont un désastre qui est déjà assumé, ont été des décisions criminelles. Les syndicalistes qui demandent l'augmentation des salaires des fonctionnaires tels que les enseignants, tels que les ouvriers dans les entreprises publiques, etc., sont en train de commettre une erreur monumentale. C'est une augmentation qui leur retombera, qui les fouettera, qui leur brisera le visage, pour rester poli. Par contre, la baisse des hauts salaires et des hautes pensions de retraite, item est primordial, cardinal. Pour tenter de freiner un tant soit peu l'inflation, de dégager des liquidités pour éviter ces histoires de rupture de liquidités dans les guichets des banques et des postes d'Alger. Alors, c'est complètement faux. L'argent, il y en a à gogo en Algérie. Du moins, de la liquidité. Maintenant, on passe à quelque chose de plus important. Les réserves de change. En 2014, elles couvraient environ 30 mois, c'est-à-dire 2 années et demie d'importation. En 2015, à peu près 25 mois, ça a commencé. En 2018, un peu plus de 15 mois, c'est-à-dire un peu plus d'une année. Ça, vous entendrez en Algérie vous dire que le prix du baril de pétrole a baissé, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais la dévaluation du dinar, qui a rendu les exportations algériennes moins chères, mais ses importations plus chères. Les effets de l'importation, avec un dinar dévalué, c'est lui qui a creusé
qui a pompé, qui a siphonné les réserves internationales de change. En 2020, donc un peu plus de 10 mois, les prévisions pour 2021, nous sommes en 2021, c'est moins de 10 mois. Et en 2022, c'est-à-dire dans 6 mois, ce sera juste 5 mois de couverture d'importation. Cela, sous la 3 conditions. Que le dinar ne soit pas dévalué encore, qu'il n'y aura pas de conflit additionnel à ceux au conflit actuellement, parce que les réserves de change sont pompées, sont aspirées par l'acquisition de l'armement. L'acquisition de l'armement. Et 3, c'est banal, les dépenses diplomatiques de l'Algérie. Certains croiront qu'elles sont faibles. Elles sont très importantes. Imaginez toutes les ambassades qui sont algériennes qui sont dans le monde. Imaginez toutes les représentations militaires, attachées défense, attachées militaires, etc. Pensez à toutes ces structures qui sont subventionnées par l'Algérie, etc. Donc, maintenant, quand on combine les réserves de change, la dévaluation du dinar, la planche à billets en Algérie, les risques de change avec la crise mondiale actuellement, nous comprenons pourquoi tous les dirigeants des colonies françaises en Afrique sont à la botte du roi de France. Que toutes les dictatures militaires en Afrique sont à la botte du roi de France et du président des États-Unis. Et avec la crainte de la réaction de la Russie et de la Chine. Maintenant que nous avons vu ce qui se dit, ce qu'ont dit le FMI et la Banque mondiale, nous allons creuser encore un peu plus maintenant les réserves de change internationales, c'est-à-dire celles qui menacent de passer à 5 mois à la fin de 2021. Dans ces scandales internationaux et autres opérations de coopération internationale imposées, il est à rappeler que les réserves de change ont été siphonnées par le paiement d'une somme d'environ 3 milliards de dollars à la société Jay-Z, au Ascom, Wimpelcom. Jay-Z appartient au groupe Orascom. Orascom a été racheté par le russe Wimpelcom qui est à In Amenas. Même s'il y a des démentis de l'État algérien, qui a fait appel auprès de la décision du CERDI, c'est le Centre international pour l'argument des différends liés à l'investissement privé. Ça, c'est la première. Un prêt pour la France pour satisfaire aux exigences des populations de ces territoires d'outre-mer quand ils ont commencé à manifester, Guadeloupe ou Martinique. À la fin du mandat du précédent président, François Hollande, quand il avait comme Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et durant la campagne électorale qui a permis à ce roi de devenir président, de la France. Cet argent a été pris par Bernard Cazeneuve. L'autre élément, le rachat de la société italienne Augusta pour $1 milliard environ. Et l'engagement de l'État algérien à mettre à la disposition du FMI 5 milliards de dollars. Cet engagement de l'État algérien pour mettre 5 milliards de dollars à la disposition du FMI est un accord qui a été arraché par Christine Lagarde quand elle était venue en Algérie. Ça remonte 2014-2015.
il serait stupide de croire que le FMI refusera 5 milliards de dollars d'argent frais qui lui servira d'abord à ses propres placements. Le FMI spécule avec les dépôts qu'il a, avec environ 1900 tonnes d'or qu'il a. Il fait du business sur les marchés financiers. Le FMI, avec les 5 milliards de dollars, ces 5 milliards de dollars lui permettront de débloquer de l'argent pour le Mali, le Niger, le Zimbabwe, s'il le veut, pour la Tunisie, pour l'Ukraine. L'Algérie nous a donné 5 milliards de dollars. Il peut distribuer par-ci par-là dans le cadre de ces mécanismes de prêt pour la stabilisation des balances des paiements qui ne se feront jamais. 150 millions de dollars par là, 200 millions de dollars par là. Ça, c'est pour creuser. Avant de terminer, le DTS n'est pas une monnaie. C'est un instrument c'est un instrument de garantie. Quand l'Algérie, le Mali, le Niger utilisent leur DTS, ça veut dire qu'il y a une banque centrale des États-Unis, de France, ou la BCE, la Banque Centrale Européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, qui les achètent. Si ces banques centrales achètent une dette insolvable, hautement risquée, ils le revendent sur les marchés dits secondaires, les marchés toxiques, les marchés des fonds vautours. Et là, le taux d'intérêt sur ces titres explose. C'est pour cette raison que cette arme du roi de France Emmanuel Macron est à rejeter. Parce que ces pays, avec les guerres que le président Emmanuel Macron est en train d'allumer, toutes les guerres qu'il a allumées, tout ce qu'il a fait en Libye, en Syrie, et toute la fawda, la charlala qu'il a faite au Liban, ces pays seront dans l'impossibilité de stabiliser leur balance des paiements, d'améliorer leur économie pour pouvoir repayer leurs dettes. C'est pour cette raison que nous avons dit, que nous le répétons, cette histoire de DTS était notre crime s'il est accepté par les autorités africaines. Nous avons manipulé des chiffres, nous avons essayé d'expliquer quelques-uns. Nous avons interprété plus exactement des courbes et des chiffres. Nous avons dit comment fonctionnent les DTS, ces histoires de banque centrale, etc. La démocratie monétaire et financière au sein du FMI. Dans les graphiques, dans ce graphique, il y a un graphique de l'inflation, celui-ci. Ces deux morceaux-là, ce morceau et ce morceau, tous ces morceaux, toute cette portion, c'est l'inflation en Algérie. Si quand on vous dit ici l'inflation a explosé, ici les taux de variation, plus exactement, les taux de variation de l'inflation ont baissé. Ce sont les taux de variation qui demeurent positifs. Ceci ne veut pas dire, nous le répétons, ça veut dire ici, si les prix ont augmenté, ici les prix aussi ont augmenté, nous le répétons. Maintenant, nous allons, après avoir reprécisé ça, la qualité des données et leur interprétation. Les taux de variation de l'inflation et du PIB de 1980
à 2021 sont fournis par l'administration algérienne dans une qualité de petit bonheur à la chance. Baisser le taux de variation de l'inflation de 30% en 1995 à 2% en 1997 n'est possible que par une mathématique qui est inopportune à expliquer dans ce cadre. D'un point de vue mathématique, on peut le faire. Réussir cette prouesse, si elle est vraie sur 2 années, autorise ceux qui l'ont mise en œuvre à diriger le monde. Cette baisse défie toutes les théories économiques des plus célèbres économistes et s'oppose empiriquement, d'un point de vue pratique, au cycle de ce type d'inflation vécu par d'autres moyens, comme le Zimbabwe, comme le Venezuela, comme le Canada, ou même les USA. Rappelé en 2021 et en 2014, il a été dit à la présidence de l'Algérie que les chiffres algériens ne sont ni vrais ni faux, ni justes ni erronés. Quel est le coût maintenant quel est le coût de la tragédie algérienne causée par des politiques publiques imposées à des autorités politiques et légitimes, issues de résultats électoraux décidés par une dictature militaire, qui se sont pliés à des organisations internationales non soucieuses, au moins de la vraisemblance des chiffres qui lui sont fournis, qu'elle redresse, corrige et réestime avec des modèles aux hypothèses inapplicables à l'Algérie. Seul l'amour et le patriotisme sauveront l'Afrique du Nord. Seul l'amour et le patriotisme sauveront l'Algérie. Seule la paix pourrait nous aider à ça. L'Algérie est une jarre plus qu'abîmée. Elle exige de nous amour, paix, respect et sacrifice. Merci à vous tous.